Le son, c'est vraiment ma vie, c'est mon cœur qui bat. Je ne peux pas vivre sans son, je ne peux pas fonctionner, tu vois. C'est comme une machine qui ne fonctionne plus. Les fréquences et le son du cœur qui bat, c'est pour moi la même chose. Je m'appelle Anaïd, je fais du sound design. Je fais surtout des films et des documentaires, pas de pub. Je vis à Beyrouth. Et donc voilà, je suis née en 76, pile poil. La guerre a commencé en 75 et maintenant j'ai un fils de 11 ans qui revit à peu près, moins violemment bien sûr, ce que j'ai vécu quand j'étais petite. Comment commencer? Par où commencer? Quand j'avais 6 ans, il y avait la petite radiocassette, mes parents l'utilisaient pour écouter les news et tout ça. Je pense que ça a commencé comme ça. J'enregistrais des chansons juste pour les réécouter. Tu sais, à l'époque, il y avait beaucoup de Kim Wilde, la chanteuse américaine, la blonde. Il y avait beaucoup de musique rock à l'époque. Donc j'enregistrais des chansons et après j'ai découvert, je peux enregistrer ma voix. Et je les réécoutais. Donc j'enregistrais nos voix, les sons de la ville, les tirs des fois. Attends. Je vais commencer par le son qui me reste de la guerre. Non mais ça c'est récent. Ça c'est récent, c'était 2008. J'enregistrais le son des voisins, mais surtout principalement les voix dans les abris. Parce que j'ai passé pas mal de temps dans les abris, sous le sol. Ah, ça c'est une de mes cassettes. Moi, j'avais pas de poupée, tu vois, j'avais mes cassettes. C'était ça, ce genre de musique entre chaque flash info, tu vois. T'avais ça, la date qui est libanaise et tout ça, et après, la guerre. Non, mais ce que je voulais te... Je voulais que ces cassettes restent, et c'est surtout du chagrin que je les ai perdues. Une partie a été bombardée parce qu'ils étaient à la maison et donc notre maison a été bombardée, on a quitté. Allô? Allô? Hey Georges. J'avais beaucoup, vraiment disons 60 cassettes, 70 cassettes. Il y avait la face A et la face B, donc c'était vraiment des heures et des heures. On a tellement déménagé. À un moment donné, ma mère m'a dit que, ok, il faut avoir le juste nécessaire. On peut pas trimballer toutes les cassettes chaque fois. Et même les jeux, même mes livres, même tout ça. Ouais. J'ai un seul enregistrement qui est resté, un seul. Je n'ai même pas la cassette. Je ne sais pas comment je l'ai digitalisé. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Ok, merci. Quand je réécoutais les voix, j'étais pas consciente que je faisais ça à 6 ans, 7 ans, 8 ans, je ne savais pas ce que je faisais. Mais maintenant, j'ai compris, j'avais besoin de m'écouter pour voir qu'on n'est pas des fantômes. Certainly the activity of the Christian militia, the Lebanese forces which has come down from the area north of Beirut to conduct operations when southern Lebanon was under Israeli control has exacerbated the situation. J'enregistrais, mais j'avais toujours peur parce qu'à un moment donné, quand les bombes devenaient très proches, j'arrêtais. C'est ça et les tirs. Les tirs, je ne peux pas.
c'est ta 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 ta. Là, c'est la guerre en 86. Tout ça, ça m'a aidé beaucoup parce que c'est comme une sublimation, tu vois, le travail dans le son. Ça m'a aidé à surmonter la guerre civile et la guerre et les atrocités. Ça aussi, c'est une station, c'est une chaîne de radio. Ça, jusque maintenant, j'ai des frissons quand j'entends ça. C'est le Flash Info. Ça, c'est un Palestinien qui parlait à propos de la situation. Les massacres de Sabra et Shetila. Ça m'a pris des années pour pouvoir parler de ça, parce que j'avais 6 ans. Quand j'ai vu, je me rappelle l'image des gens empilés, morts bien sûr, des cadavres, à la télévision. Et j'ai vu une jambe, ça se voit que c'était un gosse ou une gamine, à peu près mon âge. Donc j'ai crié et ma mère me disait « mais non, c'est une poupée ». Et je suis à ce moment-là que ma mère est en train de mentir pour me protéger. Ça m'a blessée, pourquoi elle me ment, mais j'ai compris que je ne veux plus regarder ces images. À ce moment-là, je pense que ça a commencé en parallèle, mes enregistrements. Je ne voulais plus regarder. C'était plus atroce de temps en temps, le son c'est plus violent. L'acte de regarder, c'est tu décides de le faire. L'acte d'entendre, tu peux rien faire, tu vas entendre. Tu peux pas fermer la paupière, il n'y a pas vraiment un moyen naturel de fermer les oreilles. C'est quelque chose que tu fais 24 heures sur 24, même quand tu dors, donc ça fait partie de toi. C'est pour ça que je te dis, c'est comme le cœur qui bat, et ça fait partie de toi. Et c'est pour ça qu'il y a des problèmes, parce que c'est un sens qui fait tellement peur qu'on ne l'utilise pas assez. Et si on l'utilise, je pense que le monde sera mieux. Je pense. Je me rappelle qu'en 2014, quand on s'est rencontrés, je t'avais dit que je voudrais travailler sur le souffle de Beyrouth. Ouais. Je te demandais pourquoi c'était si difficile d'enregistrer la ville. Déjà, c'est très difficile parce qu'elle est très bruyante, tu vois. Le souffle dont on parlait, c'était un souffle. C'était surtout les ponts, les voitures, le son de voiture. Et après, des voix. C'est le brouhaha des gens, c'est les gens qui s'appellent pour vendre leurs marchandises. Comme tu vois, tu peux pas distinguer, sauf s'il y a des cris. Des cris, c'est comme des klaxons, des spécifiques. Mais en général, c'est du brouhaha, Mais il n'y avait jamais un silence paisible. Jamais. Beaucoup trop de sons. C'est comme quand tu vois un film, tu dis on a trop, le sound design on a trop fait. C'était une ville chaotique de zombies. Les gens de Beyrouth, c'est des zombies. Jalal Djeroum, c'est un poète soufi qui dit « Tais-toi et écoute ». Donc, on n'a jamais fait ça. Je ne sais pas si Beyrouth respirait au fait ou elle suffoquait. Et on croyait qu'elle respirait.
Au fur et à mesure qu'on s'approche de 2014, il y a beaucoup plus d'acoustique, beaucoup plus de reverb, parce que la ville s'est rétrécie encore plus. Tu vois, par exemple, quand j'ai pris en 82-86 avec ma tape record, tu vois, les sons sont plus diffus. Et, le son des tirs est à l'aise. Il est là, il est présent, il a toute sa dynamique. Tu entends les réflexions beaucoup plus qu'avant. Ce matin-là, c'est une patrouille palestinienne du Fatah qui monte en ligne pour repousser une attaque de Qatar. La guerre civile a commencé de 75, moi je suis née en 76, jusqu'à 90, qui s'est terminée par une amnistie générale. Terminée techniquement. La guerre s'est terminée sur la rue. Et maintenant, on est sûr que la guerre ne s'est pas terminée. Elle a pris d'autres formes. Il y avait des miliciens dans les rues. Ils ont enlevé leurs habits de milice. Ils ont mis des cravates. Ils sont devenus députés. Donc, il y a les criminels de guerre qui ont gouverné. Avec Rafiq Hariri, qui n'était pas criminel de guerre, mais un capitaliste corrompu. Pour nous, c'était vraiment un vide, l'arrêt de la guerre. Imagine-toi que tu es dans une soirée où il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de sons et c'est très bruyant. Une seconde après, tu réalises qu'il n'y a personne. Et quelqu'un te dit qu'il n'y avait personne, mais tu es sûr qu'il y avait beaucoup de gens autour de toi. C'est la même chose. À un moment donné, il n'y avait jamais de guerre. Personne ne s'est entretué. Il n'y a pas de criminels. Tu oublies. Tu continues. C'est ce qu'on a fait. Ma génération, la plupart de mes amis, on a continué avec un trou, avec un vide, avec des traumas, avec... on est psychologiquement pas bien, on est tous malades. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup. En 91, j'ai réalisé que j'ai des acouphènes. Après la guerre. Et je l'ai jusqu'à maintenant. Je vis avec ça, hein. Je vis avec des acouphènes. Là, c'est sur BAT, tu connais les hauts voltages, là, les grands trucs en tour. J'avais des acouphènes, mais je n'en parlais pas parce que pour moi, je ne savais pas si c'était normal ou pas normal. C'était comme très tabou. Moi-même, je me faisais ce tabou, je créais ce tabou, tu vois, et je ne voulais pas en parler. Et j'ai plus enregistré aucun son. J'ai oublié que j'avais fait ça. Et c'est à un moment donné, quand en terminale, j'ai rencontré quelqu'un par hasard qui me disait qu'il y a une faculté audiovisuelle. Je me dis, c'est quoi? Et à ce moment-là, je me suis dit, mais moi, je prenais des sons. Ça peut être mon métier. Je me suis dit, voilà. Et j'adore la physique aussi, donc c'était vraiment physique et ma passion dans la vie, enregistrer des sons, donc voilà. Je suis bien tombée. Ça, c'est mon premier criquet sur mini-disque. Attends, là, c'est un peu organisé. Donc, je me suis remis à enregistrer des sons, mais maintenant d'une façon un peu plus professionnelle. Ah, ça, c'est un son intéressant. Un policier ou un convoi quelconque d'un ministre ou quelqu'un. Je me suis dit, ok, maintenant j'ai quelque chose à faire. Il faut vraiment reconstituer cette ville qui est en train d'être démolie. Encore une fois, il faut garder le son de cette ville. C'est les portes d'entrée, tu vois, les grandes portes métalliques. Un très vieil immeuble. Est-ce qu'il en reste beaucoup des vieux immeubles à Beyrouth? Non, pas trop, non. Non, c'est presque à 90% démoli. Donc, quand c'est rénové, ça devient des restaurants ou des pubs. Le centre-ville, avant la guerre civile, moi je ne le connaissais pas, mais c'était sur la ligne verte. Les lignes de démarcation entre l'Est et l'Ouest. Les lignes chaudes de la guerre.
il a été complètement détruit. Les immeubles qui restaient, et même la vie et tout ça, Solidaire, l'entreprise de Rafiq Hariri, ils ont démoli tout ça. Donc, pour moi, Rafiq Hariri, c'était un capitaliste qui détruisait ma ville, encore une fois. Ce centre-ville, il a reconstruit sans identité aucune. C'était un centre-ville carton où il y avait plein de magasins très chics. Chanel, Dior, bijoux. Mais il n'y avait pas un magasin ou un kiosque de falafel. Les pauvres n'allaient pas là-bas. Il n'y avait pas de son qui sortait, qui émanait parce que c'était vide. Durant la journée surtout, il y avait des sons de restaurants et tout, mais c'était fake. C'était pas les sons d'un centre. Tu vas dans les capitales, tu vas dans les pays, le centre-ville, il bouille, il est plein de vie. Ça puait l'odeur du dollar si tu veux, mais aussi, surtout la nuit, il y avait moins de gens et après, tu as juste les réflexions de la ville. C'est un centre-ville carton qui ressemble beaucoup aux Émirats aussi, à ces pays de Golfe sans jugement qui sont sans cœur. Ça, c'est un muazzin. Tu donnais le muazzin, tu peux pas aller retourner en France sans muazzin. Donc là, c'est... Et ça, c'est une cloche. Ah, j'ai un son très beau. Je vais voir si tu sais c'est quoi. Ça, tu sais, les pancartes publicitaires qui changent, je les ai enregistrées. À cause ce capitalisme, tu vois, et la reconstruction de Beyrouth et aller vivre, on était une génération aussi parce qu'on était fait, parce que moi je regardais aussi, ok, moi aussi j'ai envie d'aller danser et vivre et tout ça parce que j'ai plus envie d'être dans les abris. Moi aussi, j'ai envie de vivre une vie normale aussi, d'aller acheter des habits, d'aller voyager, d'avoir un peu d'argent, tu vois. Donc, c'était très facile d'hypnotiser les jeunes, nous, à l'époque. C'était comme le American Dream, tu vois, l'illusion de la démocratie, l'illusion qu'il y a la paix et que tout est accessible. On parle 3 langues, on est les civilisés du Moyen-Orient et nos femmes sont jolies et après on fait beaucoup de plastic surgery et tout ça. Il y avait, à partir de 90, le boom des chanteuses et chanteurs libanais, les pop artists. Il y avait des gens intéressants, bien sûr, mais c'était danser, danser, manger, ne parlez pas politique. Allez, tu peux pas en parler, hein? Et on pouvait pas en parler. Allez-y. Achetez. Ramenez de l'argent. Donc c'était vraiment des femmes carton, des hommes carton avec des dollars partout, mais maintenant on a su que ces dollars sont virtuels. Et après on s'est fait empaler. Ah, tu vois, quand il y a Welcome to Beirut International Airport, tu sais que c'est tout de suite avant 2005. Parce que maintenant, il n'y a plus de Beirut International Airport. Welcome to Rafiq Hariri International Airport. Donc là, c'est archive, avant 2005.
Bienvenue à l'aéroport international Rafik Hariri de Beyrouth. Nous sommes heureux et honorés de vous recevoir dans notre ville. J'avais besoin de quitter, de vivre au moins 1 an, 2 ans, pas ici. Quand j'ai su que j'avais quelques centaines de dollars, je me dis ok, je peux vivre maintenant à Paris 1 an. Et je suis partie à Paris. Donc j'ai fait plusieurs stages sur Taxi de Luc Besson. J'ai regardé le monteur son travailler. Il y avait Sur mes lèvres aussi de Jacques Audiard. Donc je regardais. Au moment où le bruiteur qui travaillait avec Luc Besson il me dit tu veux, on a besoin de quelqu'un qui fasse les ambiances. Et le lendemain, je suis partie chez eux. Je leur ai dit non, je rentre au Liban. Je ne veux pas faire du montage son ici. Ils n'ont pas besoin de moi. Je veux faire du montage son au Liban. On a besoin de faire ça. Il faut vraiment que je continue ce que j'avais fait à 6 ans. Je ne peux pas, tu ne peux pas, tu rentres. Ça, c'est quand Rafik Hariri a été tué. C'est une nécessité pour moi de prendre des sons de la ville et de mettre les ambiances de cette ville dans les films et d'avoir des archives de tout ça parce que c'est notre mémoire. Surtout quand il y a des problèmes dans cette ville, j'essaie de théoriser de par le son pour aller mieux. Si j'étais bien, j'enregistrais tout le temps. Et si j'étais pas bien, j'enregistrais pas du tout. Ça dépendait de mon état psychologique. Jusqu'à maintenant, j'ai des sons, j'ai beaucoup de sons de la ville. J'ai 45 ans, j'ai les sons. Et j'ai 120 copies, donc je peux pas perdre les cassettes. Une roquette tirée par le Hezbollah s'est abattue sur un entrepôt voisin d'une usine de Kiryat Shmona dans le nord d'Israël. L'attaque a provoqué un incendie mais n'a fait aucune victime. Je me suis mariée en juin 2006 et la guerre a commencé en juillet 2006. C'était un beau cadeau de mariage aussi. C'est quand ils ont bombardé l'aéroport. Je refuse de dire que c'était une guerre entre le Hezbollah et Israël. C'était une guerre entre le Liban et Israël parce que c'est Israël qui a bombardé pendant 33 jours. Donc là, c'était l'armée libanaise qui tirait. C'était vraiment la première guerre après 90. Donc tous mes traumas ont sorti. Toutes mes angoisses. J'étais vraiment folle. Et surtout, tout le monde me disait, prends des sons. Je refusais, je ne veux pas prendre les sons. Je ne peux pas prendre des sons de bombes. Ces bombes, ils sont en train de tuer des gens, des enfants. Je ne peux pas. Ah oui, je sais, c'était juste après le cessez-le-feu de 2006. Il y avait un blocus maritime et aérien. On est resté là, 20 jours après la guerre. Il n'y avait vraiment plus rien à manger. Les supermarchés étaient vides. Et donc, il y avait plein d'hélicoptères. Waouh, il est génial ce type. Il vendait des karak au sud du Liban après 2006. C'est comme des galettes, c'est très bon. Il était vraiment déprimé parce que tout était démoli autour de lui. Donc il disait c'est fini, c'est le dernier karak qu'on va manger de notre vie. À Canour, ils ont tout mangé.
Je me suis dit, après 2006, soit je quitte le pays, soit je fais un studio, maintenant. Donc j'ai fait un studio. Et donc c'est en 2006, mon fils est né en 2010. Mais ma maturité sonore est venue après, surtout après l'opération. Comme je t'ai dit, depuis 90, j'ai eu des acouphènes et je vivais avec les acouphènes. Moi, je travaillais sur un film et donc j'appelais le réalisateur. Donc j'ai mis le téléphone sur mon oreille droite. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe avec mon téléphone? Pourquoi j'entends pas? Donc comme ça, par réflexe, j'ai mis le téléphone sur mon oreille gauche et j'ai très bien entendu le réalisateur. Donc je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? J'ai demandé à le meilleur médecin otorino du Liban et il me dit tu as de l'autosclérose. C'est une maladie immunitaire qui est une sclérose de l'oreille moyenne. Il n'y a plus de transmission de l'oreille externe à l'oreille interne. Je lui ai dit, est-ce que tu pourrais me dire, docteur, que j'ai un cancer? Je préfère avoir un cancer. J'ai marché de sa clinique jusqu'à la maison de ma sœur en pleurant, en disant ah, je vais perdre mon oreille. Et j'ai décidé que je vais faire l'opération. Et j'ai décidé à ce moment-là que je ne suis pas contente dans mon mariage, que je vais divorcer. Mais chaque chose en son temps. Il m'a dit, alors on va mettre la prothèse. Donc ce que j'ai entendu moi, c'était zzz. Apparemment, mon oreille a fait un rejet de la prothèse. Il me dit, je suis vraiment très désolée, tu vas perdre ton oreille. Je n'y crois pas. Je suis partie chez ma thérapeute. Elle m'a dit, il a fait l'opération, maintenant je fais mon métier. Un mois après, il y avait une super acuité dans les mid-fréquences, donc j'écoutais un peu plus qu'avant. Et j'ai jamais aussi bien travaillé qu'après l'opération. Il ne faut pas stresser. Mais dans ce pays, c'est pas la chose qui manque aussi. Quand la guerre est finie, on est sorti des abris, mais on n'est pas sorti de sous le sol. On est resté dans les ténèbres. J'ai dit allons-y. C'est une combinaison de yalla et allons-y. Ils ont mis un plafond que $1 équivaut à 1500 libanaises et ils l'ont stabilisé comme ça. C'est économiquement impossible parce qu'il y avait beaucoup d'économistes qui disaient ça ne peut pas continuer comme ça, on va aller dans une catastrophe. Donc maintenant, on est dans la catastrophe. 2014, les prix haussaient de façon surréelle. Et après, il y a eu la crise des ordures, après la crise économique, et après la crise de gouvernement. Octobre 2019, on a senti qu'il y avait quelque chose qui allait mal. Et on sentait qu'on ne pouvait plus sortir notre argent de la banque. Il y avait des limites. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui cloche là. Je travaillais beaucoup et j'avais pas de sous, vraiment. Entre la location du studio, l'électricité, les téléphones, l'école, je payais $7,000 par mois. T'as pas encore mangé. C'était le 16 octobre. Le gouvernement a décidé de mettre un taxe sur le WhatsApp.
à ce moment-là, les pauvres sont descendus. Parce qu'on s'est dit, s'il y a des taxes sur WhatsApp, il va y avoir des taxes sur tout et on va vraiment pas survivre. Il y avait tout le monde. Le son de la ville, c'était vraiment très marquant pour moi. Le jour est très différent de la nuit. Les pauvres allaient dans les rues le soir. Durant la journée, c'était la classe, la petite bourgeoisie qui se manifestait. Et durant la nuit même, dans le centre-ville, là où il y avait les manifestations et tout ça, c'était plus calme, c'était plus rythmique, c'était plus harmonieux la nuit parce que c'était vraiment très vrai. Il y avait un mur en métal et il tapait. Et ça, acoustiquement, ça m'a intéressée parce que j'aime bien l'indignation, la rage, parce que je trouve sans indignation, on ne peut rien changer. Maintenant, les jeunes qui, en 2019, te disaient « on va changer », ils sont où maintenant ? Ils sont partis. Ils étaient dans la rue, en train de dire aux gens « il faut résister ». Ils faisaient sortir leur argent de la banque et ils sont partis. Beyrouth, elle est montée en fréquence, donc on était dans les basses fréquences. Avant 2019, c'est parce qu'il y avait beaucoup de générateurs et beaucoup plus de voitures. Donc il y avait beaucoup le rumble, il y avait toujours ça. Et de temps en temps, quelques fréquences aiguës. Maintenant, on va de plus en plus vers l'aigu parce qu'il y a moins d'électricité. Il y a juste 1 heure par jour peut-être, maximum 2 heures. Je pense que l'électricité est revenue. Il y a moins de générateurs, parce que maintenant il y a tous ces problèmes de mazout, de benzine et de fuel et tout ça. Tu payes plus de 10 millions par mois de livres libanaises. Le salaire minimum, c'est maximum 3-4 millions par mois. La nuit, à 2 heures du matin, la ville, elle est complètement silencieuse. Il n'y a pas un son. Rien. Et le silence me réveille. Le silence de la ville me réveille. Il y a eu Covid, donc la ville a été silencieuse. C'était pas seulement Beyrouth, c'était le monde entier qui est devenu silencieux. C'est comme s'il y avait un volcan en dessous de la terre. C'était ça va pas. Il y a quelque chose qui bouge, mais on voit pas. Le 4 août 2020, je ne sais plus c'était quel jour. Bien sûr, mon fils était à la maison parce qu'il n'y a pas l'école. Je faisais des va-et-vient de ma maison jusqu'au studio et vice-versa. Et donc c'est à 2 pas, c'est à 3 minutes. Et on est à vol d'oiseau, 3 minutes du port. Donc on était là sur le balcon du studio. Je dis ok, une dernière cigarette. Et j'ai senti que la terre tremblait. Et c'était... Donc j'ai tout de suite pris mon sac, mes clés, je vais aller à la maison pour voir Karim. Et j'entends un son, ça c'est le son le plus horrible que j'ai jamais entendu de ma vie. Ce qui est le souffle qui a repris l'oxygène parce que c'est une explosion, elle a pris tout l'oxygène, parce que c'est des nitrates, c'est une explosion qui vide l'oxygène. J'ai entendu quelque chose comme ça. Et il y a eu le grand bouf. Moi et la monteuse parole, on a été projetés vers la porte. Et j'ai vu le trottoir en bas,
Il a été défoncé par le son de l'explosion. Les vitres de tout le monde étaient dans les rues. Et il y avait de la poussière partout, on ne se voyait plus. J'ai repris conscience que mon fils est peut-être mort maintenant. J'ai pris la voiture, je suis arrivée, l'ascenseur chez moi dans l'immeuble a été défoncé. Comme une malade, je suis montée 10 étages en 10 secondes peut-être. J'ai ouvert la porte, j'ai regardé, ok, toutes les vitres de l'immeuble ont été cassées, sauf mon appartement parce que j'avais tout ouvert. Parce que depuis le matin, je leur disais, personne ne ferme une fenêtre. Donc Karim était là, vert, froid comme un glaçon. Et il m'a dit, maman, mais j'ai tout vu. On a été très chanceux que le studio est resté intact, par miracle, je ne sais pas comment. Que ma maison aussi est restée intacte et que mon fils est toujours en vie. Mais ça lui a pris, Karim, 6 mois pour qu'il puisse redormir dans son lit. Ça lui a pris un peu de temps, mais il est très courageux. Et il m'a posé beaucoup de questions sur mon enfance parce qu'il sait que moi j'ai vécu la guerre. Durant 1975, la vie a été démolie petit à petit, si tu veux. En 15 ans, on a vu ce genre de démolition. Tu t'habitues parce que chaque jour, tu vois un peu plus d'immeubles qui disparaissent, tu vois. Mais là, c'était en 3 secondes. Et c'était atroce, les images, la quantité d'images qu'il y a eu. La quantité d'images qu'il y a eu. De tous les angles possibles et imaginables. Mais c'était les images de gens qui sont en train de mourir instantanément devant nos yeux. Des gens qui ont été projetés d'un appartement à un autre, des gens qui sont vraiment en morceaux. Je ne veux plus voir ça. Ayez pitié et un peu de respect pour la vie humaine. Après, on dit que c'est des martyrs. C'est pas des martyrs. Ils ont été tués par leur gouvernement et par la politique internationale. Tout le monde a tué à démolir Beyrouth. Après l'explosion, je dis non, on va rester ici. Il faut que j'archive, il faut que je travaille, il faut que le son reste ici, il faut que le son du cinéma reste ici, il faut que je reste. Mais maintenant, je me sens que Beyrouth n'est plus. C'est les traces, c'est ce qui reste de Beyrouth, mais Beyrouth est morte. C'est l'apocalypse quand tu vois Beyrouth, elle est... Là, maintenant, je craque un peu, mais ils ont tué ma ville. Il n'y a plus de Beyrouth, elle n'existe plus, j'ai compris. J'ai très bien compris. Elle agonisait depuis très longtemps, mais on ne l'a pas écoutée assez. Mais moi, je n'ai pas écouté assez. arteradio.com